Dans les années 90, Williams c'était l'équipe à abattre. La meilleure voiture, les meilleurs pilotes, ils étaient quasiment intouchables. Pourtant, à l'arrivée des années 2000, une succession de mauvais choix ainsi qu'un poil de malchance les a complètement enterrés. Aujourd'hui, on revient sur 3 moments clés qui ont entraîné la chute de Williams. Alors la première fois que Williams Racing se retrouve vraiment en difficulté, c'est à la fin de la saison 1997. Alors qu'ils viennent de remporter le championnat constructeur et le championnat pilote avec Jacques Villeneuve, ils sont au début d'une crise. Crise? Carrément? Ouais, non, c'est pas assez fort. Ah oui. Enfin, ils sont passés quoi? Ils ont raté leur voiture en 98 et les années suivantes? Alors dans l'idée, oui. Et il y a 2 facteurs qui font que l'année 1998 a été un peu compliquée pour eux. Le début des problèmes, on va dire. Le premier, c'est le fait que entre 1989 et 1997, Williams a remporté 5 titres pilotes. Et ça, c'est en grande partie grâce à leur moteur Renault. Et à cette époque, disons que ça dominait la discipline, hein. Ah bah dis donc, les époques, elles ont changé, hein. Oui, clairement, entre 1992 et 1997, Renault a remporté tous les titres constructeurs. 5 avec Williams et 1 avec Benetton. Mais ils ont décidé de se barrer à la fin de la saison 1997. Alors qu'ils viennent d'être champions. Alors qu'ils viennent d'être champions. Alors qu'ils dominent le sport. Alors qu'ils dominent la discipline. Et on peut savoir pourquoi? Eh bah disons que Renault ne voyait plus grand intérêt à continuer dans la discipline. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont gagné, beaucoup gagné. Sauf que hors piste, ça vendait pas plus de voitures que ça, hein. Encore moins à l'étranger. Donc financièrement, c'était pas fou comme move. Sachant qu'en plus à cette période, il y a eu une petite passe économique compliquée pour la France, à cause du franc. Et puis il y a aussi une nouvelle vision stratégique de la part des nouveaux actionnaires. Bref, ça valait plus le coup de rester. Ça coûtait trop cher, quoi. Oui, voilà. Donc le problème maintenant, c'est qu'ils ont dû trouver un nouveau moteur. Et pour ça, ils ont pas trop d'autre choix que de se tourner vers un moteur Renault. Attends, tu te fous de moi ou j'ai raté un truc là? Parce que tu viens pas de me dire qu'ils viennent de se barrer de la discipline quand même? Alors en fait, ils sont avec Mecachrome, hein, mais Mecachrome, ça utilisait les moteurs Renault de la saison dernière. Ce qui fait que quand ils arrivent en 1998, ils sont vachement en retard par rapport à Honda ou Ferrari. Parce que à cette époque, les moteurs, ils étaient pas gelés, hein, et ça développait pas qu'un peu. Ok, d'accord, bon, c'est sûr qu'un mauvais moteur, ça aide pas. Mais le châssis, il était comment? Il était bon? La voiture, elle était bonne? Justement, ça c'est le deuxième problème. Parce que au-delà du fait que oui, en 1998, la voiture n'était pas bonne, d'une part à cause du moteur, le châssis était pas bon non plus. Et c'est pas juste une histoire d'une mauvaise voiture là. Là, on est clairement sur un problème un poil plus dérangeant, on va dire. Parce que si pendant toutes ces années, Williams a gagné grâce à un très bon moteur, c'était pas les seuls à être motorisés par Renault. Il y avait Benetton qui a gagné, il y a aussi eu Ligier avant. Par contre, il y a un truc que ces écuries n'avaient pas, c'est Adrian Newey. Newey a bossé pour Williams? Ah oui, monsieur. Ah oui, là. Toutes les voitures championnes du monde chez Williams à partir des années 90, c'est lui. Clairement, leur domination n'aurait pas été la même s'il n'avait pas été là, hein. Chez Williams, il avait les moyens de designer les voitures qu'il voulait. Ça marchait la plupart du temps. Et clairement, leur association, c'était pas mal. Ça marchait bien. Jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, en interne, il y avait quelques tensions, pas mal de tensions en fait, au bout d'un moment, entre Adrian Newey et le management porté par Patrick Head et Sir Frank Williams, notamment sur le choix de certains pilotes. Et à un moment donné, la confiance, elle s'est simplement brisée. Il a dit stop. Donc fin 1996, il finit de designer la voiture championne de 97, il prend ses valises et il part chez McLaren. Devinez quoi? McLaren, ils sont champions à partir de 98. Le hasard, hein. Et clairement, 1997, ça marque la dernière année où Williams remportera un titre pilote ou constructeur. Non mais ok, attends, non mais... Ok, ils ont perdu Newey. Ok, ils ont perdu Renault. Mais je veux dire, à l'époque, ça restait un gros du championnat, ils auraient dû se refaire, non? Justement, c'est là où on va s'attaquer au deuxième point qui a bien plongé Williams. Parce que si en 1998, du côté de la piste, ça a commencé à être un peu compliqué, hors piste, c'était carrément pareil. Les problèmes n'arrivent jamais seuls. En fait, faut qu'on parle d'un truc. Si vous suivez la Formule 1 un peu plus en profondeur, vous avez sûrement entendu parler des accords Concorde. Et si vous savez pas ce que c'est, petite explication. En fait, tout commence en 1981. Non, parce qu'en fait, ça commence avant. Mais parce qu'en fait, c'est vachement trop long comme histoire. Et je peux pas vous raconter une histoire dans l'histoire, ça va être trop long. Ah super. À quoi tu nous sers alors si tu nous expliques pas? Je vais vous rediriger vers les bonnes vidéos qui expliquent. Si vous voulez plus de contexte sur comment les accords Concorde ont été créés, je vous invite fortement à aller voir les 3 vidéos qu'a fait le circuit. Oui, il a fait 3 vidéos, vous voulez que j'en parle? Donc les 3 vidéos qu'il a faites sur le sujet, franchement, elles sont super intéressantes. Et on apprend plein de choses sur comment le sport était dans les années 80. Ça vaut le détour. Mais bon, grosso modo, les accords Concorde, c'est des accords qui ont été créés en 1980 pour résoudre les différends qu'il y avait entre la FIA et les équipes. Et à la suite de cet accord, l'institution qui s'appelait la FOCA, qui représentait les équipes, elle a obtenu les droits commerciaux de la Formule 1. Et disons que la FOCA, elle était plus ou moins dirigée par un homme, qui s'appelait
Bernie Ecclestone. Alors si vous ne connaissez pas de nom, disons que c'est le grand patron de la Formule 1 des années 80 jusqu'à la revente des droits commerciaux en 2017 à Liberty Media. C'est quelqu'un qui pesait beaucoup. La Formule 1 c'est à lui. Voilà. Quasiment. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en 1997, il y a des nouveaux accords qui sont négociés. Et le problème, c'est que ces accords, ils ne font pas forcément l'unanimité. Il y a 3 équipes qui sont pas vraiment d'accord et qui décident de ne pas signer. McLaren, Tyrrell et Williams, évidemment. Sinon je vous en parlerai pas. Parce que ce nouvel accord, il prévoit une nouvelle répartition des droits commerciaux, des revenus que les équipes peuvent toucher après chaque course. Et c'était quoi le problème? C'est genre c'était pas équitable? Ah non, pas équitable, pas du tout. En fait, il faut savoir que ces accords-là, normalement, ce sont des accords secrets. Ça se passe entre la FIA et les équipes. Sauf qu'évidemment, celui-ci, il a été rendu public au début des années 2000 par les médias. Du coup, si on va le lire, on découvre que les revenus générés par une course sont divisés en 3 parties. 47% pour les équipes, 30% pour la FIA et 23% pour Bernie Ecclestone. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais il prend pas du tout une petite part du gâteau, il se met à l'aise. Tu m'étonnes que Williams ils ont pas voulu signer. Ah oui, sur le papier, c'est pas égalitaire, hein. Et dans les faits, ça ne l'était pas. D'autant plus que dans ces 47%, il y a encore une division qui n'est pas égalitaire. C'est-à-dire qu'en fonction des performances, on touche plus ou moins d'argent. C'était un système qui ne plaisait pas du tout à Williams. Parce qu'ils savaient que financièrement, ils allaient pas s'y retrouver. Mais bon, le pire, c'était s'ils ne signaient pas. Parce que bon courage de rentrer en guerre face à un gars qui est rentré en guerre face à l'FIA. Et si tu ne signes pas, t'as pas d'argent. Et si t'as pas d'argent, bon bah là, c'est mort, c'est terminé. Ah. Et ils ont fait comment du coup? Et ben en 1998, ils ont fini par le signer cet accord. Parce que sinon, ça allait pas être viable. Aïe. Oui, d'accord, ok. Et ça a eu des conséquences au final ou pas? Alors sur le court terme, oui et non. Parce que en 98, Williams, ils assurent un peu leurs arrières et ils signent un contrat à partir des années 2000 avec BMW pour être leur motoriste pendant les 6 prochaines saisons. Ce qui donc en théorie doit leur rapporter beaucoup d'argent et surtout un moteur compétitif pour gagner de nouveau. Mais bon, dans cette affaire, ils ont quand même perdu pas mal d'influence au niveau des décisions et leur place par rapport à la FIA. Après maintenant, il y a quelque chose que forcément ça se voyait pas sur le court terme, c'est l'impact financier de cette décision. Et c'est là où on va rentrer dans le 3e et dernier point de cette vidéo. Comment Williams a tout perdu? On l'a vu, la fin des années 90, c'était pas la joie chez eux. Passer de gagner 5 titres en 6 ans à plus rien, ça doit faire un peu mal. Mais la nouvelle ère Williams-BMW devait leur permettre une renaissance et de nouveau gagner un titre. Sauf que 6 ans après leur première course ensemble, BMW abandonne Williams au profit de Sauber et les enterre définitivement. Alors attendez, parce qu'il va falloir une explication, monsieur, là. Parce qu'on passe d'un projet de futur champion à décès d'une équipe / fin de projet. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le partenariat Williams-BMW, en vrai, ça avait bien démarré. Et limite, ça avait tout pour le faire. D'après de nombreux témoignages des gens qui suivaient la Formule 1 à cette époque, le moteur BMW, il était vachement puissant. C'était l'un des tout meilleurs, si ce n'était le meilleur. Du moins pour les saisons 2001, 2002 et 2003. Juan Pablo Montoya finit 3e du championnat. C'était vraiment l'année où Williams aurait pu être champion. Sauf qu'il y a 2 problèmes dans cette histoire. Le premier, c'est BMW qui accusait Williams de faire un châssis pas assez bon pour leur moteur. L'autre problème, c'est Williams qui accusait BMW de faire un moteur qui était pas assez performant et pas fiable. Ah, l'ambiance? Ah, ça devait bien bosser, bien communiquer, là. Hein. Ouais, non, mais une équipe qui ne s'entend pas avec son motoriste, bah ça date pas d'hier. Hein, mais bon, ça ne les a pas empêchés de travailler ensemble pendant plusieurs années. Non, le véritable tournant, ça se passe vraiment sur la fin de la relation en 2005. Parce que BMW, ils ont commencé à manifester leur intérêt pour entrer plus durablement dans la discipline. Ce qu'ils voulaient avec Williams, c'était créer une sorte de partenariat, comme McLaren et Mercedes. Parce qu'à cette époque, Mercedes, ça détenait 40% de l'écurie McLaren, jusqu'à ce qu'ils revendent leur part pour créer leur propre équipe. Et clairement, le projet, c'était ça. Même plus, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était racheter Williams. Forcément, à un moment donné, ils ont proposé à Williams de racheter son équipe. Erreur. Grosse erreur. Parce que clairement, Sir Frank Williams, il allait pas lâcher son bébé. Ni maintenant, ni dans 10 ans. Williams, c'est toute sa vie. Il n'allait pas laisser quelqu'un d'autre s'immiscer dans les prises de décision de son équipe. Bah, de toute façon, vu le contexte, ça aurait été compliqué. Hein. Oui, et c'est pour ça que finalement, BMW vont se tourner vers Sauber et complètement abandonner le projet Williams. Et c'est clairement là que Williams chute quasiment définitivement. Parce que la grande différence avec 1997, c'est que là, il n'y a pas vraiment de plan de secours. Parce que la solution trouvée avec les moteurs Cosworth, c'est pas bon, ils sont pas assez performants. Et puis aussi, à l'époque, elle a changé. Perdre BMW à un moment où la Formule 1 entre dans une ère où vraiment les dépenses s'accumulent à une vitesse grand V, et t'as besoin d'avoir un énorme soutien financier derrière toi. Il n'y avait plus beaucoup d'équipes indépendantes à ce moment-là. Perdre BMW, c'est aussi perdre une grande partie de tes sponsors. Parce que mine de rien, la marque BMW, ça attire les sponsors. Donc tu perds BMW, tu perds tes sponsors, tu perds de l'argent. Et si t'as moins d'argent, tu peux pas aller chercher les meilleurs ingénieurs, tu peux même pas conserver tes ingénieurs actuels. Et moins d'ingénieurs, moins de performance, moins d'argent.
et cercle vicieux. Alors les raisons de la chute de Williams sont multiples, il y en a d'autres et on prendra le temps de les aborder à l'occasion d'une prochaine vidéo consacrée entièrement à l'histoire de Williams. Mais clairement, ce sont ces passages-là de son histoire qui, au final, auront eu l'impact le plus significatif sur la malheureuse descente aux enfers d'une des écuries les plus prestigieuses et victorieuses de l'histoire de la Formule 1. Merci à tous, c'était Georges.